Allez, Sud Radio, on continue d'analyser, de décortiquer les économies annoncées hier par François Bayrou. Avec vous, Benoît Perrin. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors, je vais vous demander de bien parler dans le micro. Effectivement, vous êtes alors le directeur de Contribuables Associés. Il y a une semaine, le Premier ministre nous avait dit qu'il pourrait y avoir ici ou là des efforts particuliers, mais pas d'augmentation généralisée des impôts. Est-ce qu'il a tenu parole hier, Benoît Perrin ? Alors, il n'a pas tenu parole. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des augmentations d'impôts. Sur 44 milliards, vous avez à peu près 20% de cet effort budgétaire qui sont des augmentations d'impôts. Donc vous avez par exemple le gel de l'impôt sur le revenu qui fait qu'il y a des gens qui ne payaient pas d'impôts et qui vont en payer. Vous avez des gens qui vont changer de tranche. Donc ça c'est le premier impôt. Le deuxième impôt, ça va être le rabotage d'un certain nombre de niches fiscales. On va peut-être en parler sur les retraités. Alors voilà, exactement. Lesquels, ouais. On sait à peu près. C'est assez flou. Alors c'est assez flou parce qu'il parle effectivement de niches fiscales inutiles sans les citer. En revanche, on sait que la niche fiscale qui concerne, qui est donc un abattement de 10% des revenus des retraités, va être modifiée. Donc ça, c'est la deuxième augmentation d'impôts parce que quand vous baissez les niches fiscales, par définition, vous augmentez les impôts. À la place, on aura juste pour revenir sur cet abattement de 10%, on aura un forfait annuel de 2000 euros. Ça veut dire quoi ça ? Donc très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les retraités qui touchent plus de 1600 euros net par mois vont être impactés par cette mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10% étaient plus intéressants pour eux. En revanche, pour les gens qui gagnent, pour aller vite, moins de 20 000 euros par an, eh bien, donc moins de 1600 euros net, eh bien, ils seront toujours bénéficiaires. Pour ceux qui payent... Pour ceux qui payent, évidemment, de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc ils ont modulé un petit peu cette niche fiscale. Et donc, la troisième augmentation d'impôt, c'est pour des gens qui ont des revenus assez importants, où là, pour le coup, ils vont prolonger ce qu'ils avaient déjà mis en place l'année dernière, qui était donc une contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc là, ils vont le prolonger. C'est un peu plus simple, là, cette fois-ci, contribution solidaire. Donc là, on comprend, Là, on comprend. Voilà, là, on a une simplification. Exactement. Et ils envisagent aussi de rajouter à ça une mesure anti-optimisation qui serait peut-être, mais là aussi, c'est encore flou, une espèce de retour de l'ISF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on taxe les hauts revenus. L'idée demain, c'est de taxer aussi les hauts patrimoines comme en quelque sorte du montant de l'ISF. C'est ce que demandent notamment les socialistes et le gouvernement. On sait. Alors ça, je crois que c'est une mesure, effectivement. Vous avez raison, je crois que c'est une mesure très politique, ça, pour le coup, parce que c'est certainement ce qui va, en tout cas, une espèce de mesure pour draguer effectivement les socialistes, dont on sait qu'ils sont pivots dans le cadre d'une motion de censure. Vous avez dit, si vous pouvez nous rappeler, Benoît Perrin, le pourcentage justement des hausses d'impôts dans ces économies globales, 43,8 milliards d'économies, c'est quelle part ? Alors sur cet effort de 40 milliards, vous avez 20% qui sont des augmentations d'impôts. Avec deux chiffres, je crois qu'il faut rappeler aux Français. Le premier, c'est que quand on parle de 40 milliards d'efforts budgétaires, on parle de 2,5% de la dépense publique. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Et deuxième chiffre, c'est qu'il faut comprendre que malgré ces efforts budgétaires, la dépense publique, j'espère que vous êtes bien assis, la dépense publique va quand même progresser en 2026 de 30 milliards, ce qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on nous présente ça. Voilà. On l'a appris ce matin. C'est complètement. Enfin, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, mais en fait, c'est finalement. Assez rationnel, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'État, vous avez plein de dépenses qui en fait progressent automatiquement parce que vous avez plein de dépenses qui sont indexées sur l'inflation. Vous avez notamment l'avancement des fonctionnaires qui, vous savez, est en partie basé sur l'avancement, sur l'ancienneté, pardon. Donc du coup, la masse salariale augmente logiquement. Vous avez plein de ministères qui vont voir, enfin pas plein, mais certains ministères qui vont voir leur budget augmenter. On pense évidemment au budget de la défense. Donc vous avez plein de dépenses qui sont presque mécaniques. De la justice, a donc si vous ne faites rien, c'est ce que dit le gouvernement. Voilà. Si on n'avait rien fait, on aurait une augmentation de 60 milliards de la dépense publique. Grâce aux mesures, on va avoir une augmentation de seulement 30 milliards. Mais ça reste une augmentation. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, et c'est ce qui est presque le paradoxe de la dépense publique, c'est qu'en fait, on vous vend des efforts budgétaires ou des économies. En fait, on ne fait que ralentir l'augmentation de cette dépense publique. Et on finance par les impôts, par ces nouvelles taxes, ces nouveaux impôts, finalement, cette nouvelle augmentation des dépenses publiques, quoi. Alors exactement, on va financer ça par des impôts et puis quand même malgré tout par des économies, des économies qui sont quand même assez substantielles puisque c'est quand même 80% de l'effort budgétaire, mais ce sont des économies encore une fois qu'on pourrait parfois considérer un peu comme des bouts de chandelle. Prenons l'exemple des fonctionnaires. Là, il a été annoncé hier qu'il y aurait moins 3000 fonctionnaires à la fonction publique d'État.
moins 1000 fonctionnaires au sein des opérateurs d'État, donc ça fait à peu près un total de 4000 fonctionnaires. Si vous faites cette suppression, c'est 0,07% du nombre de fonctionnaires en France. Donc vous voyez, finalement, c'est pas énorme. De la même manière, quand on vous parle d'année blanche... Et pourtant, je crois que c'était 10 milliards d'euros annoncés. Alors 10 milliards, ça c'était au niveau des ministères. Voilà, mais sur la fonction publique, vous voyez, on vous annonce des chiffres en disant là 3000 ou 4000, c'est énorme. Mais en fait c'est peanuts. En fait, c'est peanuts quand on regarde le nombre de fonctionnaires, sachant que l'année dernière, vous avez eu plus 30 000 agents publics qui ont été recrutés en 2024. Et en 2023, plus 64 000 agents publics qui ont été recrutés. Donc vous voyez, c'est même pas 10% de l'augmentation du nombre de fonctionnaires qu'on a eu l'année dernière. Voilà, et deuxième mesure, c'est l'année blanche, où on nous dit effectivement que ça va avoir de gros impacts, ce qui est vrai en termes de masse, mais puisqu'on a une inflation de seulement 1%, ça va pas changer la vie de tout le monde. Après, il y a la question on a cette guerre commerciale, peut-être des hausses substantielles des droits de douane avec Donald Trump qui nous dira cela au 1er août. Là, on risque d'avoir une augmentation de l'inflation. Alors ça, c'est vrai, ça c'est tout à fait juste, et ce qui me permet de rebondir sur autre chose, on disait tout à l'heure que l'ensemble des Français étaient concernés par ces augmentations ou par ces économies. C'est ce que disait Il y a quand même un acteur qui est épargné, et là ça répond à votre point, ce sont les entreprises. Je ne sais pas si vous avez regardé, quand on voit les mesures, en fait, les entreprises sont un peu, en quelque sorte, sanctuarisées, c'est-à-dire protégées. Et ça, on sait que c'était un point de blocage, ou en tout cas une ligne rouge que ne voulait pas franchir Emmanuel Macron, qui a fondé sa politique économique en grande partie quand même sur la politique de l'offre, donc sur une politique entre guillemets pro-business. Et on a lu un peu partout que ça, c'est quelque chose qu'il voulait absolument préserver. Donc pour ne pas pénaliser la compétitivité française, donc des entreprises françaises, et bien justement, il a très probablement appuyé de tout son poids pour que les entreprises ne soient pas concernées par des hausses d'impôts. Oui, sans doute ce qui s'est dit juste avant les annonces de François Bayrou, qui a discuté avec Emmanuel Macron à ce moment-là. Juste sur ces entreprises, pour poursuivre à ce niveau-là, moins de subventions d'aide publique, contre plus de simplification, c'est assez flou comme ça, mais François Bayrou, il dit quelque chose d'important, il dit, sur cette simplification des normes, on va agir par ordonnance. Ça veut dire que, pour le coup, ça c'est concret, ça veut dire qu'on pourrait aller plus vite sur de la simplification pour ceux qui nous écoutent, les patrons d'entreprise, en l'occurrence. Là, on pourrait avoir un coup d'accélérateur ? Alors là, écoutez, c'est un peu une arlésienne. Hein. Dès que vous avez un discours de politique générale d'un Premier ministre, il vous donne toujours deux exemples. Un, il faut qu'on lutte contre la dette. Deux, il faut débureaucratiser la France, il faut supprimer les normes. Alors oui, c'est vrai que les normes est un énorme problème, surtout que la France a tendance à surtransposer les normes européennes. Ouais. Donc là, oui, on peut aller vite, mais encore une fois, tant que les décisions ne sont pas concrètement prises, c'est quand même difficile de le croire simplement sur parole, puisque c'est encore une fois une promesse de nos responsables politiques depuis 50 ans. On espère vraiment qu'il va enfin effectivement simplifier la vie, surtout effectivement, vous l'avez dit, des agriculteurs, des petits chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui croulent sous les papiers. Mais il n'y a pas que. Vous voyez, même dans les hôpitaux, vous parlez à des infirmières, elles passent la moitié de leur temps en fait derrière leur ordinateur et l'autre moitié derrière un patient. Un médecin dans un hôpital, c'est 20% derrière un ordinateur et 80% devant un patient. Vous voyez, donc cette espèce d'obsession de la norme, en fait, elle touche tout le monde et particulièrement, c'est vrai, les entreprises. Ces efforts pour l'année 2026, ils seront pas suffisants. Est-ce qu'il faut s'attendre à des économies encore plus importantes dans les années qui suivent ? Alors ça, c'est un point fondamental. C'est qu'en fait, il faut comprendre qu'on est au début du chemin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on sait que pour stabiliser la dette, donc à peu près aux alentours de 115% du PIB, juste stabiliser, je vous dis même pas la baisser. Ouais. Compte tenu de notre croissance qui est assez basse, il va falloir faire à peu près 120 milliards d'économies dans les 3-4 prochaines années pour justement simplement, encore une fois, stabiliser la dette. En très peu de temps. Donc ça veut dire que tous les ans, on va avoir le débat un peu surréaliste qu'on a ces derniers jours, qu'on a ces dernières heures sur le budget. Tous les ans, pendant 3 ans, on va devoir faire ça, simplement, encore une fois, pour stabiliser la dette. Pourquoi c'est important de stabiliser la dette ? Avec une assemblée sans majorité. Avec une assemblée sans majorité. Ouais. Pourquoi c'est important ? Parce que les marchés financiers regardent vraiment la capacité des gouvernements à maîtriser la dette.
Et s'ils voient que les gouvernements ne sont pas en mesure de stabiliser la dette, donc de tenir leur compte, pour aller vite, eh bien, ils ont tendance évidemment à demander des taux d'intérêt plus importants. Et comme vous le savez, on emprunte à peu près 300 milliards tous les ans, donc 30 fois le budget de la justice, tous les ans sur les marchés financiers. Donc, on est tellement tributaire en fait des marchés financiers qu'il faut quand même qu'on fasse évidemment attention à notre gestion. Et on emprunte plus cher depuis quelques jours, hein, c'est officiel, que l'Italie. Alors, vous avez raison, sur les taux à 5 ans, on emprunte plus cher que l'Italie. Et aussi grave, sur les taux à 30 ans, on est revenu à des taux records. La dernière fois qu'on était CIO, c'était en 2011. Donc, c'était presque au lendemain de la crise financière qu'on avait connue à l'époque. Donc, on sent qu'il y a une tension importante sur les marchés financiers. Et c'est pas un détail, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on emprunte sur les marchés financiers, plus on a des taux d'intérêt à rembourser. Plus on a des taux d'intérêt à rembourser, plus en fait on est obligé de consacrer une partie de l'argent des Français, c'est-à-dire du travail des Français, des impôts, au remboursement de cette dette, plutôt que de l'investir dans des secteurs d'avenir, typiquement l'éducation, la formation ou encore l'intelligence artificielle, par exemple. Donc cette histoire de dette, elle est vraiment importante parce que c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler du gaspillage d'argent, puisqu'on ne fait que rembourser en fait en quelque sorte nos créanciers sans produire la moindre richesse. Donc il faut absolument qu'on retrouve des marges de manœuvre pour pouvoir investir dans l'avenir. Et nous ne sommes qu'au début du chemin. Merci pour ces bonnes nouvelles, Benoît Perrin. Non mais c'était très clair et c'était important de nous expliquer tout cela. Mais il faut comprendre aussi que baisser la dépense publique, c'est aussi stimuler la croissance. Donc c'est vrai que on risque d'avoir effectivement 2-3 années d'un traitement qui effectivement sera un peu dur parce qu'on n'est pas habitué. En France, on est, comme vous le savez, comme l'a dit le Premier ministre, droguer la dépense publique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas pour des vues simplement comptables. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est quand même d'enrichir les Français à la fin. C'est du concret. Et on voit bien qu'effectivement, moins de dépenses publiques, c'est finalement plus d'argent pour les Français. Merci beaucoup, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Merci pour toutes ces explications et très belle journée à vous. Sud Radio, 9h17. Dans un instant, tenez, on va parler des dépenses, des économies sur la santé. 5 milliards au total. On sera juste après la pub avec le docteur Jérôme Marty. À tout de suite. Sud Radio à 9h20 tout pile, on continue donc de passer au crible ces annonces de François Bayrou. Intéressons-nous maintenant à la santé. 5 milliards d'euros d'économies prévues pour 2026, c'est l'un des sujets détaillés hier. Maxime Trouleau, vous nous avez rejoint. Concrètement, dites-nous, en matière de santé, qu'a annoncé hier le Premier ministre? Alors, plusieurs choses. D'abord, le Premier ministre souhaite notamment augmenter la franchise sur les remboursements de médicaments. Elle est de 50 € aujourd'hui. François Bayrou souhaite l'augmenter à 100 € par an. Le petit rappel quand même, le montant de la franchise, c'est 1 € aujourd'hui par boîte de médicaments. Ensuite, il y a la question de la révision du statut des affections longue durée. François Bayrou qui a émis un certain doute sur le fait que 20% des Français soient en affection de longue durée, sachant qu'en Allemagne, c'est que 5%. Ensuite, dans ce sens, François Bayrou veut lutter contre les dérives des arrêts maladie. Selon lui, un arrêt maladie sur 2 qui a dépassé les 18 mois, 1 sur 2, ne sont plus justifiés au-delà des 18 mois. Il veut ainsi faciliter la reprise au travail et ne plus systématiquement que le salarié ait le feu vert de son médecin du travail pour reprendre le travail au-delà de 60 jours quand ce n'est pas directement lié à son métier. En clair, vous voulez reprendre le travail, mais vous ne pouvez pas parce que votre médecin du travail n'est pas disponible. Eh bien, François Bayrou veut que vous passiez par le médecin traitant. Enfin, et je termine, François Bayrou demande un effort aux hôpitaux en évoquant des économies sur les achats ou encore sur le développement de la médecine ambulatoire. Merci beaucoup, Maxime Trouleau. Docteur Jérôme Marty, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. On va détailler un petit peu, on va revenir sur l'ensemble de ces annonces, mais d'abord une réaction générale sur ces annonces. Est-ce qu'il a eu la main lourde sur les économies en matière de santé, François Bayrou, hier ? Je ne sais pas s'il a eu la main lourde, en tout cas il a la main lourde contre l'assurance maladie. C'est une attaque sans précédent contre l'assurance maladie. On a tendance à se dire que c'est contre les médecins, mais en fait c'est contre l'assurance maladie. Quand le Premier ministre nous dit que 50% ou un peu plus des ALD ne le méritent pas, c'est un problème d'assurance maladie. Longue durée. Ouais. Voilà, c'est un problème d'assurance maladie. Quand il nous dit que la moitié des arrêts supérieurs à 18 mois n'ont pas lieu d'être, c'est un problème d'assurance maladie. Donc en fait, c'est une attaque sans précédent contre le système solidaire. Et ça, c'est pas sans poser problème quand même. Juste, alors vous allez me dire s'il faut relativiser ou pas, mais le budget de l'assurance maladie, si je me trompe pas, on est à un peu plus de 265 milliards d'euros. Là, on parle de 5 milliards d'économies. Oui, bien pauvre celui qui ne peut pas promettre.
Écoutez, on va passer les choses au crible. Mais d'abord, première chose, vous avez vu que tout le discours, il a été basé sur la responsabilisation des patients. Tout à fait. Et non pas des médecins. Ici. Voilà, il faut responsabiliser les malades. Moi, comme me disent, il faut responsabiliser les Français. J'ai pas de problème par rapport à ça. Ouais. Mais quand on me dit il faut responsabiliser les malades, que je sache, on ne choisit pas d'être malade. C'est pas un choix personnel d'être malade. Donc à partir de là, quand on dit on va responsabiliser le patient, c'est problématique. Quand on dit on va doubler la franchise, parce que c'est sans fin l'histoire, et déjà récemment on avait augmenté la franchise, là on nous dit on va la passer à 100 €, ça veut dire encore une fois qu'on sort du système solidaire, parce que si vous êtes malade et que vous avez des problèmes financiers, ça va commencer à devenir difficile. Parce que concrètement, ça veut dire que les médicaments, ils seront moins bien remboursés, quoi, Jérôme Marty. Ça veut dire que vous payez la même cotisation pour être moins bien remboursé. Et que si vous voulez être mieux remboursé, il faudra payer une complémentaire. Comme vous allez devoir payer une complémentaire, les complémentaires ne vont pas manquer d'augmenter leur cotisation et de ne pas prendre tout en charge, et donc vous prendrez une surcomplémentaire. Et donc ça veut dire que vous serez pénalisé 5 fois. Vous êtes malade, vous êtes pénalisé, vous payez l'assurance maladie, vous payez la complémentaire, vous payez la surcomplémentaire et vous payez le reste à charge. Et à part ça, c'est le système solidaire. Et ça va impacter d'autant plus, ça va impacter tous les Français bien sûr, Jérôme Marty, mais d'autant plus ceux qui ont des petits revenus, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est bien pour ça que je vous dis que c'est une attaque sans précédent contre le système solidaire. Donc évidemment que ça charge aussi les médecins, et évidemment que c'est profondément insultant vis-à-vis des généralistes. Quand on vous dit les gens qui sont en arrêt de travail pendant plus de 30 jours devront voir leur médecin pour reprendre le travail et non plus le médecin du travail parce que les médecins du travail ne sont pas assez nombreux. Entre parenthèses, que n'a-t-on attendu pour former des médecins du travail et installer des médecins du travail. Mais bon, on s'imagine que les médecins généralistes ont le temps d'absorber des consultations en plus, alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant et qu'on n'arrive pas à faire face à la demande. Entre parenthèses, on ne comprend pas comment il pourrait y avoir des arrêts de complaisance. Quel intérêt peut avoir un médecin à faire des arrêts de complaisance alors même qu'il coule sous la demande des patients? Aujourd'hui, il n'y a aucun arrêt de complaisance? Il peut y en avoir. Il y a quand même, voilà. On va pas se mentir, il peut y en avoir. Il y en a. Mais en fait, c'est comme les poissons volants, quoi. Ça existe, mais c'est pas la loi du genre. C'est-à-dire que ça existe, mais au final, on sanctionne tout le monde, quoi. Voilà, c'est pas la loi du genre. Il peut y avoir quelques dysfonctionnements, mais c'est pas la loi du genre. C'est pas quand on vous dit 50%, ça sort d'où ce chiffre? C'est n'importe quoi. Enfin, je vous dis, c'est n'importe quoi. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, quand vous ouvrez des plages de rendez-vous, elles sont pleines en 1 heure, même si vous les ouvrez à 1 heure du matin pour le lendemain. Donc tous les gens cherchent des médecins, ils n'arrivent pas à en trouver. On n'a aucun intérêt à aller faire du clientélisme. Ça n'existe pas, médecine. Jérôme Marty, quand François Bayrou dit on consomme trop d'antibiotiques, 2 fois plus qu'en Allemagne. Vous l'entendez cet argument ou pas? Il est recevable ou pas? Non, je l'entends pas cet argument. Je l'entends pas cet argument. D'abord, il est faux. Et ensuite, je l'entends pas. Je vois pas. Je pense surtout que il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On nous dit qu'il y a beaucoup d'arrêts, que c'est en augmentation, sans voir qu'il y a un vieillissement de la population, il y a un vieillissement des salariés, il y a de l'épuisement au travail parce que les entreprises sont souvent en sous-effectif. Et puis, vous avez une chose dont personne ne parle. Ouais. On l'a mis sous le boisseau, plus personne ne veut le regarder. Mais enfin, on a toujours des Covid longs partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que vous faites un Covid, 10% des Covid, ça donne des Covid longs. Et des Covid longs, ça donne des arrêts de travail parce que c'est des maladies qui durent 6 mois, qui durent 1 an, avec des gens qui sont fatigués. Et on ne veut pas le comptabiliser. Alors, et on s'aperçoit que c'est depuis 2020 que ça augmente, comme par hasard. Alors, c'est pour ça aussi que François Bayrou disait à ce niveau-là... Prévention, plus de vaccination. Oui, ça, alors là, je le rejoins, évidemment. Ouais. Là, je le rejoins, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on attend que le gouvernement fasse le job sur la prévention. C'est-à-dire qu'on ait des grands messages de santé publique, ça fait des années qu'on n'en a plus, qu'on en est sur les maladies, sur les infections sexuellement transmissibles, il n'y a plus rien qui est fait, qu'on en est sur la prévention cardiovasculaire, il n'y a plus rien qui est fait, qu'on en est sur la vaccination, évidemment, il n'y a plus rien qui est fait. Donc je veux dire, c'est facile de dire il faut, mais c'est pas le généraliste tout seul dans son coin qui va faire la prévention. Il faut aussi qu'il y ait des messages de santé publique. Deux dernières questions, Jérôme Marty. Tout d'abord, on en a parlé de ces ALD, affections longue durée. Ce sont les maladies chroniques, ça concerne énormément de Français. Est-ce qu'ils sont sacrifiés dans ces économies prévues par le gouvernement ?
Quand vous avez une affection de longue durée, il faut rappeler à nos auditeurs ce que c'est. C'est Oui. de l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, les gens dialysés, les diabétiques, les pathologies d'Alzheimer, les Parkinson. Donc ce sont des choses qui, en général, sont des maladies qui, certes, peuvent se traiter et peuvent s'améliorer, mais dont vous ne guérissez pas. Donc vous avez cette maladie et vous l'aurez toute votre vie pour plein d'affections comme ça de longue durée. Donc c'est pas quand même très joyeux d'être atteint d'une ALD. Bon, et donc d'être atteint d'une affection de longue durée. Et donc dire aux gens, mais écoutez, on va faire une nouvelle catégorie parce que après tout, si vous êtes un peu mieux dans votre ALD, eh bien l'assurance maladie ne prendra plus en charge à 100% et donc ça sera la mutuelle. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont faire les mutuelles ? Elles vont exploser au niveau de leur cotisation. Et puis très rapidement, dans les contrats qu'elles ont, elles vont dire « Ah non, mais nous, on en prend une partie, mais on ne prendra pas tout. Hein. Si vous voulez être couvert, il faudra prendre une surcomplémentaire. » Et donc les gens vont payer. Donc non seulement vous avez la malchance d'être diabétique, mais en plus, il va vous falloir payer, repayer. Je vous dis, il faudrait quand même qu'on ait un Premier ministre qui ait le courage de dire « On va sortir du système solidaire ». Jérôme Marty, François Bayrou qui nous dit la santé n'est pas un marché. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui déclare la notion du c'est gratuit, j'y ai le droit est mortifère. Ce sont des propos très forts, ça. Moi, je vais avoir des propos très forts à leur égard aussi. Ouais. Je vais vous dire, l'honneur de la France, c'est d'avoir mis en place un système que tout le monde nous envie, qui est l'assurance maladie. Alors certes, on peut avoir des difficultés pour le maintenir à flot. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on ait des hommes politiques et des femmes politiques qui aient le courage de regarder le mode de financement de l'assurance maladie. C'est le même depuis 1947. À votre avis, est-ce que la société a changé depuis 1947 ? À l'évidence, oui. On continue à avoir un système qui est basé sur les cotisations salariales, alors même qu'on a de moins en moins de salariés, alors même que vous avez l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. qui arrive, qu'on a tout un tas de métiers qui vont disparaître. On ferait mieux de taxer la machine plutôt que de taxer l'homme. Mais personne ne veut le faire. Donc il va falloir un jour qu'on regarde ça et qu'on arrête de désigner coupable le malade et le médecin. Le message est passé en tout cas, docteur Jérôme Marty. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, médecin généraliste, président de l'UFML, c'est l'Union française pour une médecine libre. Très belle journée.